Chère comtesse, ici la comtesse ASMR et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 7 du collier de la reine. Alors détendez-vous, surtout n'oubliez pas de vous abonner d'abord et de mettre un petit like et un petit commentaire. Et je vous souhaite une belle écoute. Serait-ce une indiscrétion, madame, que de vous demander un récit plus détaillé de vos malheurs, fit l'aîné. L'indiscrétion, madame, viendrait de moi, qui fatiguerait vos oreilles du récit de douleurs qui ne peuvent que vous être indifférentes. J'écoute, madame, répondit majestueusement l'aînée des deux dames, à qui sa compagne adressa à l'instant même un coup d'œil en forme d'avertissement pour l'inviter à s'observer. En effet, madame de la Motte avait été frappée elle-même de l'accent impérieux de cette voix, et elle regardait la dame avec étonnement. J'écoute donc, reprit celle-ci d'une voix moins accentuée, si vous voulez bien me faire la grâce de parler. Et, cédant à un mouvement de malaise inspiré par le froid sans doute, celle qui venait de parler avec un frissonnement d'épaule agita son pied qui se glaçait au contact du carreau humide. La plus jeune alors lui poussa une sorte de tapis de pied qui se trouvait sous son fauteuil à elle. Attention que blâma à son tour un regard de sa compagne. Gardez ce tapis pour vous, ma sœur, vous êtes plus délicate que moi. Pardon, madame, dit la comtesse de la Motte, je suis au plus douloureux regret de sentir le froid qui vous gagne, mais le bois vient d'enchérir de 6 livres encore, ce qui le porte à 70 livres la voie, et ma provision a fini il y a 8 jours. Vous disiez, madame, reprit l'aînée des deux visiteuses, que vous étiez malheureuse d'avoir une mère. Oui, je conçois un pareil blasphème demande à être expliqué. N'est-ce pas, madame, dit Jeanne. Voici donc l'explication, puisque vous m'avez dit que vous la désiriez. L'interlocutrice de la comtesse fit un signe affirmatif de tête. J'ai déjà eu l'honneur de vous dire, madame, que mon père avait fait une mésalliance. Oui, en épousant sa concierge. Eh bien, Marie Jossel, ma mère, au lieu d'être à jamais fière et reconnaissante de l'honneur qu'on lui faisait, commença par ruiner mon père, ce qui n'était pas difficile au reste, en satisfaisant, aux dépens du peu que possédait son mari, l'avidité de ses exigences. Puis l'ayant réduite à vendre jusqu'à son dernier morceau de terre, elle lui persuada qu'il devait aller à Paris pour revendiquer les droits qu'il tenait de son nom. Mon père fut facile à séduire. Peut-être espérait-il dans la justice du roi. Il vint donc, ayant converti en argent le peu qu'il possédait. Moi, à part, mon père avait encore un fils et une fille. Le fils, malheureux comme moi, végète dans les derniers rangs de l'armée. La fille, ma pauvre sœur, fut abandonnée, la veille du départ de mon père pour Paris, devant la maison d'un fermier, son parrain. Ce voyage épuisa le peu d'argent qui nous restait. Mon père se fatigua en demandes inutiles et infructueuses. À peine le voyait-on apparaître à la maison, où, rapportant la misère, il trouvait la misère. En son absence, ma mère, à qui il fallait une victime, s'écrie contre moi. Elle commença de me reprocher la part que je prenais au repas. Je préférais peu à peu ne manger que du pain, ou même ne pas manger du tout, à m'asseoir à notre pauvre table. Mais les prétextes de châtiment ne manquèrent point à ma mère. À la moindre faute, faute qui quelquefois eût fait sourire une autre mère, la mienne me battait. Des voisins, croyant me rendre service, dénoncèrent à mon père les mauvais traitements dont j'étais l'objet. Mon père essaya de me défendre contre ma mère, mais il ne s'aperçut point que, par sa protection, il changeait mon ennemi d'un moment en marâtre éternel. Hélas, je ne pouvais lui donner un conseil dans mon propre intérêt. J'étais trop jeune, trop enfant. Je ne m'expliquais rien. J'éprouvais les effets sans rechercher à deviner les causes. Je connaissais la douleur, voilà tout. Mon père tomba malade et fut d'abord forcé de garder la chambre puis le lit. Alors, on me fit sortir de la chambre de mon père, sous prétexte que ma présence le fatiguait et que je ne savais point réprimer ce besoin de mouvement qui est le cri de la jeunesse. Une fois hors de la chambre, j'appartins comme auparavant à ma mère. Elle m'apprit une phrase qu'elle entrecoupa de coups et de meurtrissures. Puis, quand je suivis par cœur cette phrase humiliante qu'instinctivement je ne voulais pas retenir, quand mes yeux furent rougis jusqu'aux larmes, elle me fit descendre à la porte de la rue, et de la porte, elle me lança sur le premier passant de bonne mine, avec ordre de lui débiter cette phrase si je ne voulais pas être battue jusqu'à la mort. Oh, affreux, murmura la plus jeune des deux dames. Et quelle était cette phrase demanda l'aînée. Cette phrase, la voici.
à ceux auxquels elle était adressée, demanda la plus jeune. Les uns m'écoutaient et avaient pitié, dit Jeanne. Les autres s'irritaient et me faisaient des menaces. D'autres, enfin, encore plus charitables que les premiers, m'avertirent que je courais un grand danger en prononçant des paroles semblables qui pouvaient tomber dans des oreilles prévenues. Mais moi, je ne connaissais qu'un danger, celui de désobéir à ma mère. Je n'avais qu'une crainte, celle d'être battue. Et qu'arriva-t-il? Mon Dieu, madame, ce qu'espérait ma mère. Je rapportai un peu d'argent à la maison, et mon père vit reculer de quelques jours cette affreuse perspective qui l'attendait, l'hôpital. Les traits de l'aînée des deux jeunes femmes se contractèrent, des larmes vinrent aux yeux de la plus jeune. Enfin, madame, quelque soulagement qu'il apporta à mon père, ce hideux métier me révolta. Un jour, au lieu de courir après les passants et de les poursuivre de ma phrase accoutumée, je m'assis au pied d'une borne où je restai une partie de la journée comme anéantie. Le soir, je rentrai les mains vides. Ma mère me battit tant que le lendemain je tombai malade. Ce fut alors que mon père, privé de toute ressource, fut forcé de partir pour l'Hôtel-Dieu, où il mourut. Oh, l'horrible histoire, murmurèrent les deux dames. Mais alors que fîtes-vous? Votre père mort, demanda la plus jeune des deux visiteuses. Dieu eut pitié de moi. Un mois après la mort de mon pauvre père, ma mère partit avec un soldat, son amant, nous abandonnant mon frère et moi. Vous restâtes orphelin. Oh, madame, nous, tout au contraire des autres, nous ne fûmes orphelins que tant que nous eûmes une mère. La charité publique nous adopta, mais comme mendier nous répugnait, nous ne mentions que dans la mesure de nos besoins. Dieu commande à ses créatures de chercher à vivre. Hélas, que vous dirais-je, madame? Un jour, j'eus le bonheur de rencontrer un carrosse qui montait lentement la côte du faubourg Saint-Marcel. 4 laquais étaient derrière. Dedans, une femme belle et jeune encore. Je lui tendis la main. Elle me questionna. Ma réponse et mon nom la frappèrent de surprise, puis d'incrédulité. Je donnai adresse et renseignements. Dès le lendemain, elle savait que je n'avais pas menti. Elle nous adopta, mon frère et moi, plaça mon frère dans un régiment et me plaça dans une maison de couture. Nous étions sauvés tous deux de la faim. Cette dame, n'est-ce pas madame Boulainvilliers? Elle-même. Elle est morte, je crois. Oui, et sa mort m'a replongée dans l'abîme. Mais son mari vit encore, il est riche. Son mari, madame, c'est à lui que je dois tous mes malheurs de jeune fille, comme c'est à ma mère que je dois tous mes malheurs d'enfant. J'avais grandi, j'avais embelli peut-être, il s'en aperçut, il voulut mettre un prix à ses bienfaits, je refusai. Ce fut sur ces entrefaites que madame de Boulainvilliers mourut, et moi qu'elle avait marié un brave et loyal militaire, monsieur de la Motte, je me trouvais séparée que j'étais de mon mari, plus abandonnée après sa mort que je ne l'avais été après la mort de mon père. Voilà mon histoire, madame. J'ai abrégé les souffrances, sont toujours de longueur qu'il faut épargner aux gens heureux. Fussent-ils bienfaisants, comme vous paraissez l'être, mesdames. Un long silence succéda à cette dernière période de l'histoire de madame de la Motte. L'aînée des deux dames la rompit la première. Et votre mari, que fait-il? demanda-t-elle. Mon mari est en garnison, à Bar-sur-Aube, madame. Il sert dans la gendarmerie, et de son côté attend des temps meilleurs. Mais vous avez sollicité auprès de la cour? Sans doute. Le nom des Valois, justifié par des titres, a dû éveiller des sympathies. Je ne sais pas, madame, quels sont les sentiments que mon nom a pu éveiller, car à aucune de mes demandes je n'ai reçu de réponse. Cependant, vous avez vu les ministres, le roi, la reine. Personne. Partout tentative vaine, répliqua madame de la Motte. Vous ne pouvez mentir pourtant. Non, madame, j'en ai perdu l'habitude, mais quoi? Mais je puis mourir de faim comme mon père. Vous n'avez point d'enfant? Non, madame, et mon mari, en se faisant tuer pour le service du roi, trouvera de son côté au moins une fin glorieuse à nos misères. Pouvez-vous, madame, je regrette d'insister sur ce sujet, pouvez-vous fournir les preuves justificatives de votre généalogie? Jeanne se leva, fouilla dans un meuble et en tira quelques papiers qu'elle présenta à la dame. Mais comme elle voulait profiter du moment où cette dame, pour les examiner, s'approcherait de la lumière et découvrirait entièrement ses traits, Jeanne laissa deviner sa manœuvre par le soin qu'elle mit à lever la mèche de la lampe afin de doubler la clarté. Alors la dame de charité, comme si la lumière blessait ses yeux, tourna le dos à la lampe et, par conséquent, à madame de la Motte. Ce fut dans cette position qu'elle
monsieur de la Motte, pour peu que ce gentilhomme se recommande par lui-même. Mon mari est le modèle de l'honneur, madame, et jamais il n'a manqué au devoir du service militaire. Il suffit, madame, dit la dame de charité en abattant tout à fait la calèche sur son visage. Madame de la Motte suivait avec anxiété chacun de ses mouvements. Elle la vit fouiller dans sa poche, dont elle tira d'abord le mouchoir brodé qui lui avait servi à cacher son visage quand elle glissait en traîneau le long des boulevards. Puis au mouchoir succéda un petit rouleau d'un pouce de diamètre et de 3 à 4 pouces de longueur. La dame de charité déposa le rouleau sur le chiffonnier en disant « Le bureau des bonnes œuvres m'autorise, madame, à vous offrir ce léger secours en attendant mieux. » Madame de la Motte jeta un rapide coup d'œil sur le rouleau. Des écus de 3 livres, pensa-t-elle, il doit y en avoir au moins 50 ou même 100. Allons, c'est 150 ou peut-être 300 livres qui nous tombent du ciel. Cependant, pour 100 il est bien court, mais aussi pour 50 il est bien long. Tandis qu'elle faisait ces observations, les deux dames étaient passées dans la première pièce où dame Clotilde dormait sur une chaise, près d'une chandelle dont la mèche rouge et fumeuse s'allongeait au milieu d'une nappe de suie liquéfiée. L'odeur âcre et nauséabonde saisit à la gorge celle des deux dames de charité qui avaient déposé le rouleau sur le chiffonnier. Elle porta vivement la main à sa poche et en tira un flacon. Mais à l'appel de Jeanne, dame Clotilde s'était réveillée en saisissant à belles mains le reste de la chandelle. Elle l'élevait comme un phare au-dessus des montées obscures, malgré les protestations des deux étrangères qu'on éclairait en les empoisonnant. « Au revoir, madame la comtesse » crièrent-elles, et elles se précipitèrent dans les escaliers. « Où pourrais-je avoir l'honneur de vous remercier, mesdames » demanda Jeanne de Valois. « Nous vous le ferons savoir » dit l'aînée des deux dames en descendant le plus rapidement possible. Et le bruit de leurs pas se perdit dans les profondeurs des étages inférieurs. Madame de Valois rentra chez elle, impatiente de vérifier si ses observations sur le rouleau étaient justes. Mais en traversant la première chambre, elle heurta du pied un objet qui roula de la natte, qui servait à calfeutrer le dessous de la porte sur le carreau. Se baisser, ramasser cet objet, courir à la lampe, telle fut la première inspiration de la comtesse de la Motte. C'était une boîte en or, ronde, plate et assez simplement guillochée. Cette boîte renfermait quelques pastilles de chocolat parfumé, mais, si plate qu'elle fût, il était visible que cette boîte avait un double fond, dont la comtesse eut quelque temps à trouver le secret ressort. Enfin, elle trouva ce ressort et le fit jouer. Aussitôt un portrait de femme lui apparut, sévère, éclatant de beauté mâle et d'impérieuse majesté. Une coiffure allemande, un magnifique collier semblable à celui d'un ordre donnait à la physionomie de ce portrait une étrangeté étonnante. Un chiffre composé d'un M et d'un T, entrelacé dans une couronne de laurier, occupait le dessus de la boîte. Madame de la Motte supposa, grâce à la ressemblance de ce portrait avec le visage de la jeune dame, sa bienfaitrice, que c'était un portrait de mère ou d'aïeule, et son premier mouvement, il faut le dire, fut de courir à l'escalier pour appeler les dames. La porte de l'allée s'offre refermée, puis à la fenêtre pour les appeler, puisqu'il était trop tard pour les rejoindre. Mais à l'extrémité de la rue Saint-Claude, débouchant dans la rue Saint-Louis, un cabriolet rapide fut le seul objet qu'elle aperçut. La comtesse, n'ayant plus d'espoir de rappeler les deux protectrices, considéra encore la boîte, en se promettant de faire passer à Versailles, puis saisissant le rouleau laissé sur le chiffonnier. « Je ne me trompais pas, dit-elle, il n'y a que 50 écus. » Et le papier éventré roula sur le carreau. « Des louis, des doubles louis » s'écria la comtesse, 50 doubles louis, 2400 livres. Et la joie la plus avide se peignit dans ses yeux, tandis que dame Clotilde, émerveillée à l'aspect de plus d'or qu'elle n'en avait jamais vu, demeurait la bouche ouverte et les mains jointes. « 100 louis, répéta madame de la Motte, ces dames sont donc bien riches. Oh, je les retrouverai. » Madame de la Motte ne s'était pas trompée en croyant que le cabriolet qui venait de disparaître emportait les deux dames de charité. Ces deux dames, en effet, avaient trouvé au bas de la maison un cabriolet, comme on les construisait à cette époque, c'est-à-dire haut de roue, caisse légère, tablier élevé, avec une sellette commode pour le jockey qui se tenait derrière. Ce cabriolet, attelé d'un magnifique cheval irlandais, à courte queue, à croupe charnue, sous poil B, avait été amené rue Saint-Claude par ce même domestique conducteur du traîneau que la dame de charité avait appelé Weber, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Weber tenait le cheval aux morses quand les dames arrivèrent. Il essayait de modérer l'impatience du fougueux animal, qui battait d'un pied nerveux la neige durcissant peu à peu depuis le retour de la nuit. Lorsque les deux dames parurent, « Madame,
C'est une fortune pour elle, madame, que d'avoir eu le bonheur de plaire à votre gare, s'écria la dame en jetant vivement de côté son cheval qui allait renverser un portefaix au coin de la rue Saint-Antoine. Gare, cria Bébert d'une voix de stentor, et le cabriolet continua sa course. Seulement, on entendit les imprécations de l'homme qui avait échappé aux roues, et plusieurs voix grondant comme un écho lui donnèrent à l'instant même la pluie d'une clameur on ne peut plus hostile au cabriolet. Mais en quelques secondes, Pélus mit entre sa maîtresse et les